Entrez, Yvan Stefanovic, je vous en prie. Asseyez-vous, je sais que... Oui, mettez-vous là. Bonjour. Bonjour. Ouais. Je crois qu'il y a eu un problème d'adresse, hein. Bah oui, je suis allé à l'ancienne adresse. Mais on vous a pas donné la nouvelle adresse, pas non, bien on m'a ça. donné une autre adresse près de la maison de la radio. Alors j'ai circulé ça. Je suis arrivé à 12h30, mais voilà. Bon. Vous êtes là depuis... Enfin, vous êtes arrivé à 12h30 Là-bas, au avenue 104. du président Kennedy. Oui, c'est ça. Enfin, écoutez, ce sont des choses on verra ça plus tard. Mais écoutez, on est ravis de vous avoir. Ça va, on a un peu de temps. Je regrette effectivement ce temps un peu, enfin ces 15 minutes. Mais je voulais vous dire que on est très heureux de vous accueillir parce que ce livre est passionnant et encore une fois, je voudrais que vous rappeliez, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du Conseil constitutionnel, c'est pas à vous je le dirais, considéré comme un paravent en fumage ou un garde-fou, les sages. Je voudrais qu'on rappelle ce que c'est exactement le Conseil constitutionnel, les 9 sages, d'ailleurs vous commencez par ça, leur rémunération, etc. Mais en gros, expliquez aux gens ce qu'est le Conseil constitutionnel, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais quand même, et sa puissance aujourd'hui, parce que elle est énorme et il faut le rappeler. Historiquement, tout a été enclenché par le général de Gaulle. À grands traits, si vous voulez, en 1958. Avant, c'était quoi? C'était d'abord les rois, puis contre l'exécutif, hein, un peu à l'image de Macron aujourd'hui, s'est forgé la toute-puissance des parlements. D'abord sous les rois même. Qui était un vrai contre-pouvoir. Ah oui, ils ont eu la peau de Louis XVI quand même. S'il est exécuté, c'est que les 13 parlements ont fait leur boulot. Comme aujourd'hui, le balancier de l'histoire est revenu après le général de Gaulle, ça va être la toute-puissance du Parlement avec toutes les conséquences que ça va avoir. Mais quand le général de Gaulle, qui est pour moi est absolument un homme d'État génial et visionnaire, il a, contrairement à ce que peut penser, instauré un conseil constitutionnel de manière militaire. C'est-à-dire, quand on entend certains professeurs de droit constitutionnel, certains avocats parler de gouvernement du juge, c'est une foutaise, mais invraisemblable. Ah, vous voulez dire les notions, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de gouvernement des juges. C'est complètement faux, c'est gouvernement de l'exécutif. C'est l'exécutif qui nomme tous ces gens-là. Pour donc vérifier la constitutionnalité des lois votées par le Parlement par rapport à cette constitution votée en 58. Mais qui a le pouvoir n'importe quel auditeur peut être membre du Conseil constitutionnel. On ne demande aucun diplôme, aucune expérience. Il faut être copain. Vous voulez dire, il n'y a pas un CV, il ne faut pas être juriste, quand même, c'est rien. Absolument pas. Mais par exemple, Alain Juppé, il n'est pas juriste, Alain Juppé. Il n'a jamais été juriste, il est inspecteur des finances. Mais alors, oui, alors, non, mais Yvan Stefanovic, je peux revenir, mais on va parler de ça, de la constitution des 9 sages, parce que, voilà, comment ils sont composés et de qui, aujourd'hui et hier. Mais, au fond, quel est le rôle aujourd'hui, disons, si on avait à définir, quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Parce qu'on a vu qu'il pouvait arrêter telle loi, stopper telle loi, rendre caduque telle loi, et projet de loi ou autre. Je dirais, il y a un rôle quotidien. Il se réunit 2 fois par semaine, hein, alors que sous De Gaulle, il se réunissait 1 fois par an. Ah, d'accord. Et donc, ça a changé, là. Oui, ça a drôlement changé. Mais sous De Gaulle, c'était quoi? Sous De Gaulle, quand même, à l'Assemblée, il y avait de l'opposition. Aujourd'hui, vous n'avez, je veux dire, au sein du Conseil constitutionnel, il y avait des radicaux, il y avait des socialistes. Et le président du Sénat, il serrait pas la main à De Gaulle quand il le voyait. C'était la guerre. Et De Gaulle n'avait pas la majorité. Monerville. Oui. Et De Gaulle n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Or, aujourd'hui, De Gaulle, avec le référendum de 62, on a la majorité, le fait majoritaire, qui a tout changé. Avec le fait majoritaire, depuis 70 ans, au Conseil constitutionnel, la gauche a eu la majorité pendant 9 ans, et tout le reste du temps, c'est la droite. Mais la droite et la gauche sont complètement complices pour établir ça, pour différentes raisons. Ils sont très contents d'avoir le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, il sert à quoi en face? Oui, à quoi? Il sert... On a dit
que les conseils constitutionnels, on appelle ça des sages, c'est tout sauf des sages, et qu'ils étaient les bénis oui-oui du général. Et aujourd'hui, c'est les bénis oui-oui de Macron. Prenez la loi sur ils sont là pour ça. Ils font tout un autre travail quotidien et tout, comme on a sur la loi Duplon, sur des choses. Oui, ils essayent de faire leur boulot. Mais en réalité, c'est pas eux qui font le boulot. C'est l'exécutif. Non, c'est des hauts fonctionnaires qui sont au Conseil constitutionnel au sein d'un service que s'appelle le service juridique. Et ce sont des gens, j'en ai rencontré, ce sont des gens qui sont des excellents, juristes, mais qui frisent souvent le burning out parce qu'ils travaillent comme des fous. Ils travaillent 3 ans, mais ils remplacent les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Travailleur ou pas travailleur. Alors on dit que Jospin, quand il est au Conseil constitutionnel, c'est un travailleur. Oui, c'était un travailleur. Mais quelles sont les connaissances juridiques de Jospin ? À peu près nulles. Hein. Et donc c'est des gens qui lui mâchaient le travail. Et pour vous expliquer tout, on fait le général de Gaulle. Moi, je trouve qu'il a été génial. Hein. Il a fait tout pour que ces 9 sages ne puissent pas travailler. Ils n'ont pas le droit d'avoir des conseillers, des juristes. Aux États-Unis, la Cour suprême, ils en ont chacun une 50aine. Eux, 0. Donc, ils sont obligés de passer par les hauts fonctionnaires. Parce que, comme dans le pouvoir exécutif, on appelle ça la démocratie exécutive. C'est ça le vrai problème. C'est un problème politique, c'est pas un problème de gauche ou de droite. Ces gens-là, ils ont... Au sein du gouvernement, il y a un secrétariat général de gouvernement. Ils ont le pouvoir, ils sont plus puissants que ils sont mieux informés que c'est ça, ils ont un pouvoir énorme. Oui, mais c'est pas le pouvoir, c'est un pouvoir exécutif caché. C'est très habile, c'est très bien fait. Sur le papier, bien sûr, c'est les sages, comme on dit. Et pour les 2 lois qui ont sauvé... où il y a eu 2 interventions, parce que le problème avec Macron, on peut ne pas l'aimer, mais le problème c'est qu'il ne veut pas reconnaître qu'il a perdu une grande partie de son pouvoir. Bien sûr. Le reste, comme si... Et en plus, il n'y a plus de fait majoritaire à l'Assemblée. Oui. Ivan Stefanović, vous savez. Son joker jusqu'aux élections présidentielles, son principal joker, ça sera le Conseil constitutionnel. Il l'a fait 2 fois déjà. Il va l'utiliser à mort jusqu'en 2027. Bien sûr, et il y a une chose qui s'appelle le rationalisme parlementaire. C'est le 49.3, c'est le Conseil. Le règlement du Parlement, il est établi et corrigé de très près par le Conseil constitutionnel. C'est lui. Il faut avoir son imprimature. Et les 2 lois dont on a parlé dernièrement, la loi sur les retraites, adoptée à 9 voix de majorité, et la loi sur l'immigration. L'immigration, oui. L'immigration. S'il n'y a pas le Conseil constitutionnel, les lois ne passent pas, et donc le pouvoir... c'est très important pour Macron. Pour Macron, d'avoir. Et alors, au bout du compte, si vous voulez, si on fait la situation, on n'a pas beaucoup de temps, mais si on fait la situation, en vérité, Macron, moi je pense qu'il est condamné à gouverner avec le Front National. Il ne peut pas faire autrement. Parce que tout va se casser la gueule. Toutes Alors ça, c'est une hypothèse. On va voir si elle est vérifiée. On va prendre juste une petite pause, Ivan Stefanović, parce qu'on va essayer d'expliquer. Je crois que c'est très 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 important d'expliquer le mécanisme, parce que effectivement cette démocratie, enfin en principe, vous voyez, on dit Montesquieu, les 3 pouvoirs. Mais au fond, il y a un 4e pouvoir qui n'est pas les médias, qui est le Conseil constitutionnel. Oui, mais qui est aux mains de l'exécutif. Alors justement, il faudrait que vous nous expliquiez comment. À tout de suite, on se retrouve avec Ivan Stefanović, les sages pas très sages. Et on va vous montrer comment effectivement la sagesse est très relative. Institutionnel, vous dites oui, mais c'est des juristes, des sages, une espèce de cour suprême, petite cour suprême, pas comme, évidemment, ils ne jouent pas du tout le rôle que ça joue aux États-Unis. Donc c'est aux éditions Max Milo. Alors, moi je voudrais, Ivan Stefanović, que vous nous donniez un exemple de comment fonctionne ce Conseil constitutionnel face à l'exécutif et face au législatif. Et je voudrais que vous preniez un exemple, on en parlait un peu hors antenne, de cette loi qu'on a votée il n'y a pas longtemps sur l'immigration. Oui, mais avant ça, je voudrais quand même préciser pourquoi De Gaulle a mis ça en place. Il a fait ça parce qu'il y avait une instabilité chronique. Tout à fait. Sous la traîne. Donc, il était obsédé par ça, et il faut reconnaître quand même à cette Constitution
que jusqu'à aujourd'hui, ça a pas mal marché. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Le balancier est revenu dans le sens. Alors pour expliquer comment le Conseil constitutionnel marche ou ne marche pas, il y a un exemple. Donc c'est la loi immigration qui a été donc votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, avec multiples difficultés, et avec du début jusqu'à la fin, pour être... C'est-à-dire que Macron veut se mettre bien avec le Front National, avec le Rassemblement National, parce que... Là, je caricature un peu. Non, mais je comprends, vous schématisez. Parce que il a besoin, pour voter... la loi sur l'immigration, où cette loi sur l'immigration sera faite à la demande de Macron par Retailleau. C'est Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, qui hypocritement dénonce le gouvernement des juges, alors qu'il a été dans cette manip dès le départ. Donc c'est une hypocrisie absolument rare. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il décide de faire cette loi sur l'immigration, qui n'en veut pas, qui hurle, qui dit on n'est pas d'accord. Le problème, pour faire cette loi immigration, il faut d'abord que le Sénat la fasse bien pour le livrer à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale ne va pas faire le trafic avec le Rassemblement national. Donc c'est Retailleau qui a les mêmes idées proches, disons, du Front National là-dessus, et qui va l'habiller. Après, ça va à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, tout le monde est d'accord. On vote, toute la droite vote avec le Rassemblement national. Et puis après, quand la loi est votée, catastrophe. À l'Élysée, il y a toute l'aile gauche de la Macronie qui hurle, c'est trop à droite, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait une saisine. Macron? Oui. Il a le droit de saisir le Conseil constitutionnel, comme le président de l'Assemblée, le Premier ministre et le président du Sénat. Et il demande l'annulation, il y a 84 articles, il demande l'annulation de 32 articles. Alors attendez, si j'ai bien compris, c'est Macron qui demande l'annulation de sa propre loi, puisque c'est lui qui a... D'accord. C'est ça. D'accord. Moi, c'est des professeurs de droit public qui m'ont expliqué, parce que c'est très compliqué. Alors attendez, il demande son annulation et donc il fait appel au Conseil d'État. Et au Conseil constitutionnel, excusez-moi. Donc, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Le Conseil constitutionnel est très emmerdé, parce que il faut travailler. Il y a 32 articles, et eux... c'est beaucoup. C'est pas des gros travaux d'Hercule, les 32 articles. Non. C'est peut-être des sages, sages, mais c'est pas des grands travailleurs. On peut pas dire ça. Et alors, c'est quand même une des plus belles sinécures de la République française. Ça, c'est un autre sujet. On va en parler, on va parler quand même matériellement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leur baguette magique. Et leur baguette magique, c'est quoi? Ça s'appelle le cavalier législatif. C'est un beau terme, joli. Cavalier, alors c'est quoi ce cavalier législatif? Ça leur permet d'annuler n'importe quel article de loi, sous prétexte que ça n'avait rien à faire dans la loi. Voilà. Alors attendez, non mais c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que si les députés ont voté, les sénateurs ont voté, mais le Conseil constitutionnel peut dire oui mais attendez, moi j'ai lu cette loi, mais ça n'a rien à faire avec... Plus précisément, les 32 articles dans la loi, ils ont été insérés dans la loi par Retailleau, en amendement. Oui. Et le cavalier législatif, ça ne peut flinguer que les amendements. Donc... Il est en plein dedans, et ça. Ah, d'accord. Je veux dire, je mets des amendements et on flingue les amendements. Voilà. D'accord. Donc Retailleau, il est furieux quand il voit ça, parce qu'il a vu qu'il s'est fait manipuler par Macron. Ouais. Et c'est un cadavre entre eux, un des nombreux cadavres. Ouais. Et donc, le Conseil constitutionnel... Enfin, ils l'ont pas trouvé, ça, c'est les hauts fonctionnaires du service juridique qui leur montraient, mais qui sont des grands diplomates. Qui disent, écoutez, là, vous avez une recette, là, ça vous permet de vous dire, oh là là, ils sautent là-dessus comme sur la peste sur le bac à l'Alger, et ils sont forts. Et alors après, évidemment, tout le monde est hypocrite parce qu'on ne raconte pas le fond de l'histoire. Mais après, le problème, c'est que quand Retailleau, il sera ministre de l'Intérieur s'il redevient, il peut, où ça va être compliqué pour Macron, c'est qu'il peut passer la loi avec le Front National, et là, on peut plus
on ne peut plus la mettre le cavalier législatif. C'est plus possible. Oui, mais alors, attendez, il y a quand même quelque chose avant ça. Retailleau, on verra bien, le gouvernement n'est pas encore formé. Mais quand même, sur le fond, ce que vous dites, Ivan Stevanovic, et vous en parlez, c'est-à-dire que ce Conseil constitutionnel, je rappelle qu'ils ne sont pas forcément des gens élus. Ce ne sont pas des gens élus, les 9 sages. Hein. C'est choisi par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Pour 9 ans. Pour 9 ans, c'est ça, au tiers, et ils ont 9 ans non renouvelables. On est bien d'accord? Bon. Mais donc, ils ont le droit, donc, sur toute loi ou projet de loi, d'apposer une espèce de non possumus, je dirais, de censure ou d'interdiction. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Dans les lois, ils font des censures totales, c'est très rare, des censures partielles, ou des censures, il faut revoir le texte après. C'est ça. Mais il faut préciser quand même que nous sommes à une époque, quand la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, il a fallu 5 ans pour la faire. Nous, les lois, il faut 1 an ou 6 mois. Évidemment, c'est pas très difficile pour le Conseil constitutionnel et le service juridique, les cerveaux au Conseil constitutionnel, de trouver des problèmes. Parce que les lois, c'est vrai, sont mal foutues et sont faites à la va-vite. On fait une loi sur l'immigration presque tous les ans. C'est ridicule. Et qui n'est même pas appliqué, comme chacun sait. Oui. Alors justement, je voudrais qu'on parle de ça quand même. On l'a à peine abordé. Dites-moi, c'est une bonne chose d'être au Conseil constitutionnel. Apparemment, la soupe est plus que bonne. Qu'est-ce qui touche? Oui, mais ils ne peuvent pas travailler. Comment ils ne peuvent pas travailler? Ils n'ont pas de moyens matériels. Ils ont une voiture pour plusieurs, les pauvres choux. Alors évidemment, par exemple, Juppé et Fabius, ils avaient une autre voiture. Oui. Hein. Mais les conditions de travail, c'est sur le plan financier. Donc ils ont 15 000 euros par mois. Oui. Il a fallu et sur ces 15 000 euros, il y en a 56% qui sont illégaux. C'est versé de manière illégale par le pouvoir exécutif. Comment illégal? Ah bon? C'est-à-dire pourquoi? Parce que De Gaulle a été très malin. Encore. De Gaulle, il fait une loi organique. Vous savez, une loi organique, c'est il faut que les deux parlements, les deux assemblées soient d'accord, et c'est un truc très lourd. Pour toute modification de l'organisation du Conseil constitutionnel et du traitement financier des conseillers. Et De Gaulle, il savait très bien que si on mettait que les... à l'époque, c'était moins, mais c'était environ 7 000 euros quand il a... Francs, il n'y avait pas le franc. Pardon? C'était des francs à l'époque. Oui, c'était des francs. Alors, oui. Mais l'équivalence en euros, ça faisait à peu près 7 000. Et il savait très bien que les conseillers n'allaient pas passer, les membres du Conseil constitutionnel n'allaient pas passer devant l'Assemblée pour demander une augmentation. Et que ça serait dans les journaux. Donc tout est parti légalement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très compliqué. D'accord. Mais il touche 15 000 euros. 15 000 euros, dont... Plus des frais de représentation, plus tout ça, non, il n'y a pas. C'est déjà pas mal, bon. 15 000 euros, mais sur ces 15 000 euros, 56% sont illégales, et à tout moment, l'exécutif peut les virer. Et quand on a voulu... Il y a une dame qui s'appelle, j'ai plus son nom, qui a fait le premier rapport sur le Conseil constitutionnel en 2021, une socialiste, députée de la Haute-Saône, mais son nom ça. Donc tout le monde était d'accord pour faire que les conseillers, que ça soit légal, que ça soit uniquement ce qui était prévu, non pas les 55%, mais 44%, qu'on allait arranger ça pour légaliser tout ça, et qu'on leur supprimait leur retraite. Alors vous comprenez, quand on supprime les retraites, par exemple, Fabius, il avait 32 000 euros par mois. Vous lui supprimez sa retraite. 32 000 euros de retraite par mois, oui, parce qu'il y a les retraites cumulées. Oui, Premier ministre, il y avait plus de 15 000. Etc. Alors vous pensez bien qu'il n'était pas d'accord pour ça. Et tous les autres, là, la droite et la gauche, ça disparaît. Ah, bien sûr. Vous touchez à mon porte-monnaie. Mais sur leur vie quotidienne là-bas, bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils n'ont pas le droit d'avoir des conseillers. Ils n'ont pas le droit à la parole. C'est le président. Le président, c'est très important. Le président nomme le rapporteur d'une saisie du Conseil constitutionnel. Et c'est secret. En vérité, tout le monde le sait. Mais officiellement, il ne faut pas l'écrire dans les journaux, etc. Alors, on sait tout ça parce que j'ai étudié les archives. Et c'est formidable. Mais alors, attendez. Alors, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, on ne comprend que trop. Mais...
si vous aviez à définir aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en 2025, le rôle du Conseil constitutionnel, parce qu'on voit à quel point il intervient. Parce qu'aujourd'hui, vous disiez une fois par an du temps de Gaulle, et aujourd'hui c'est trois fois par semaine. Oui, parce que 2 fois par semaine. Parce que, si vous voulez, la nature horreur du vide. Quand ils sont arrivés, quand le général de Gaulle était mort, à l'époque c'était Paleski, le président. Ils étaient un peu emmerdés, on disait qu'ils étaient des béounis, oui. Ils ont consulté quelques professeurs de droit, puis ils ont trouvé une idée. Alors ils ont trouvé une idée, on va faire rentrer dans la Constitution, dans notre jurisprudence, plutôt pas dans la Constitution. Oui. On va faire rentrer la Constitution de 46, le 1789, etc. Donc tous les droits et libertés des citoyens. C'est ça. Alors, on est au service des citoyens, on va défendre les citoyens, etc. Ça rejoint Fabius il y a quelques années. Parce que Fabius, il est lourd dans cette histoire. C'est lui qui a décidé les 56% avec Madame Françoise Parly. À la demande, en plus... Les 56% de salaire et de traitement illégal des conseillers. Ah oui, d'accord. En 2001. Et il le décide main dans la main avec qui? Avec le président du Conseil constitutionnel, mais le nom m'échappe, un RPR, tous la main dans la main, sans problème. Du moment qu'il s'agissait de gonfler un tout petit peu le portefeuille ou le magot. Mais je reviens à cela. Donc, aujourd'hui, ils se réunissent. Mais comme vous dites, ils sont quand même, vous dites, un auxiliaire de l'exécutif. Alors qu'ils devraient être les gardiens intransigeants de la Constitution. Sur le papier, il n'y a rien à leur reprocher. Sur le papier. Tout ce que je dis, c'est des enquêtes, parce que j'ai vu des gens, certains anciens conseillers, etc. Bon, alors quand vous rentrez dans les détails, les anciens présidents, Jean-Louis Debray, que j'ai vu, Pierre Mazot, etc., vous découvrez des choses extraordinaires, des luttes de pouvoir. C'est une lutte de pouvoir. C'est fascinant. À l'intérieur même. Parce qu'il y a des oppositions entre les macronistes et les autres. Hein. Donc c'est fantastique. Moi, ça m'a formidablement amusé. Ah ben j'imagine. Mais pour la France, c'est pas très bien. Ben oui, j'imagine. Nous avons, je crois, Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Merci. Et je suis ravie qu'il y ait de l'intergénérationnel. Ah ben il y a toujours l'intergénérationnel chez nous. Dites-moi Catherine. Pour éviter le conflit. Le conflit aussi intergénérationnel dans tout ce qu'on entend au niveau politique. Tout à fait. C'est pour mieux régner. Ben ça c'est une devise permanente. Oui, Catherine, allez-y, vous voulez parler de quoi à propos du Conseil constitutionnel ? Non, pas du tout. Moi, je voulais simplement aller à contre-courant. Il y a beaucoup d'injustices, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de tout ce qui est créé au niveau entreprise, des besoins, des gens optimistes, tout à fait. Pour faire bouger la société. Ce fameux petit capitalisme éthique. Éthique. Alors Catherine, on va faire, excusez-moi, on va faire une émission sur le capitalisme éthique. On va en reparler avec plaisir. Et merci d'avoir téléphoné. Ivan Stefanovic, moi je voudrais revenir à ça quand même. Vous dites, tout ça. Aujourd'hui, il y a Richard Ferrand, qui est président du Conseil constitutionnel. Oui. Richard Ferrand, c'est pas un secret d'État de dire, et ce n'est pas d'ailleurs du tout péjoratif, c'est un grand ami d'Emmanuel Macron. Oui, mais il y a eu 11 présidents du Conseil constitutionnel, ils ont tous été amis du président de la République. Toujours. Sauf un, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est Laurent Fabius, qui n'était pas tout à fait ami avec François Hollande. Oui, enfin bon, en même temps, ils étaient socialistes tous les deux, en tout cas du même parti. Mais donc aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois je reviens, est-ce que nous sommes encore, et je reparle de votre enquête, je voudrais que vous parliez justement de ça, est-ce qu'on est dans cette figure, et on a envie d'en rire avant d'être obligé d'en pleurer, des trois pouvoirs, je veux dire exécutif, législatif, judiciaire, et je reviens à ça. Vous dites que le Conseil constitutionnel, au fond, il n'a pas les moyens, il n'a pas de juriste autour de lui. Mais alors, s'il n'a pas de conseiller, lui, mais comment il travaille? Je comprends pas. Expliquez-moi le fonctionnement de ça. Avec qui sur il s'appuie? C'est pas les 9 qui vont faire tout le boulot. Non, ils ne font pas grand-chose. Bon, il ne faut pas grand-chose. À part quelques exceptions. Vous avez comme Pierre Mazot, par exemple, qui a été président. Oui. Vous avez Jean-Louis Debray. Bon, mais Jean-Louis Debray, il avait un formidable
conseiller qui s'appelait Marc Guillaume, l'actuel préfet de la région de Lefranc, qui est un puissance dans ce domaine. Donc ils ont à côté d'eux. Et aujourd'hui, le président, il a forcément quelqu'un en loose-day ou officiellement qui le conseille. Oui. Parce que le pauvre, il a aucune connaissance. Pour lui, il est aveugle. Là, c'est un aveugle dans un champ de mine. Hein. Il voit rien. Hein. Il connaît rien. Eux-mêmes, c'est ça. Oui, parce qu'il est pas. Mais c'est un ancien journaliste. Et moi, j'y connaissais rien. Je me suis pour là-dedans. Pourquoi je me suis penché là-dedans? Oui, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup. Alain Duhamel, ça a été mon prof de sciences politiques. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa manière de travailler. Moi, je ferais pas ça, c'est pas mon truc. Mais j'ai été absolument stupéfait des louanges qu'il faisait sur le Conseil constitutionnel. Je trouvais qu'il en faisait quand même beaucoup. C'est dithyrambique. C'est comme un autre conseiller qui a une grande intelligence, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Guy Carcassonne. Oui. Il a une manière de parler, c'est comme Georges Vedel. Bon, et ça m'a stupéfait, et je me suis dit, là, il y a quelque chose, parce que Carcassonne, il disait, il faut pas s'attaquer au Conseil constitutionnel, il est trop fragile. C'est vrai qu'il est fragile, parce qu'on a des siècles derrière nous où c'était le... Non mais vous avez dit vous-même qu'Alain Duhamel était trop dithyrambique, était dithyrambique en tout cas, trop, selon chacun, mais au bout de votre enquête, franchement, si vous aviez à définir le Conseil constitutionnel aujourd'hui, très franchement, Ivan Stevanovic, vous diriez quoi? Comment vous le qualifieriez? C'est un scandale quotidien. C'est un scandale d'État. Un scandale d'État. Ouais. Mais qui est très difficile à sortir, parce que le général de Gaulle a été génial, parce que il a établi le fonctionnement du Conseil constitutionnel. J'ai compris. On n'a rien changé. On a changé au niveau de la jurisprudence, des trucs, ça s'est amélioré, etc., tout ça. Mais sur le rapport, le fonctionnement, ils ont les mains liées. Ils peuvent rien faire. Alors ils ont les mains liées, donc on va y aller. Est-ce qu'on fait la petite pause maintenant, Julien, dis-moi. Alors on se retrouve, parce que c'est très important, parce que vraiment, vous dites d'un côté c'est un scandale, ils ont les mains liées. Faut que le gens, vous savez, après tout, qui les paye, c'est les copropriétaires de la Maison France. Donc c'est pour ça que c'est important votre livre. On veut savoir ce qui se passe et comment ça se passe. On se retrouve juste après 2 minutes de pause. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Je ne suis pas le seul à être dans tous mes états, vous le savez. Le Conseil constitutionnel, vraiment cette espèce d'énigme, cette espèce de sphinx qu'on voit, très important, parce que on ne le connaît pas, mais tout le monde en parle, c'est très intéressant. Et Ivan Stevanovic a fait une enquête, je dirais, passionnante, vraiment. Le livre vient de paraître aux éditions Max Milo. Vous disiez quand même, alors dites-moi, pourquoi on les appelle les sages ? Ça vient d'où, ça, les sages? C'est les journalistes qui ont dit... C'est nos confrères, les journalistes, et quelques grands professeurs de droit, et qui ont trouvé ce truc. Mais c'est complètement inapproprié. Des sages, dans l'Antiquité, c'était tout l'inverse. C'était des gens qui avaient une expérience, etc., et qui conseillaient le roi. Il y avait le conseil de roi, etc., même au Moyen-Âge. Ils sont tous sauf sages. Ils sont un peu aux ordres. De temps en temps, ils font dans différents domaines. Ils sont un peu aux ordres ou pas beaucoup aux ordres? Ils sont beaucoup aux ordres, mais par exemple dans le monde de l'environnement, ils font des efforts. Ils vont pas jusqu'au bout, mais ils font des efforts à dose homéopathique, mais pour pas être trop ridicule aussi, parce qu'il faut quand même qu'ils sauvent un peu les apparences. Les apparences. Mais ils n'ont rien de sage. Et puis il faut qu'on constate que c'est des gens qui sont quand même âgés. Il y a 72 ans de... Moi j'ai 78 ans. Bon, mais ces gens-là, moi je fais du vélo dans Paris et tout. Tous ceux, ils prennent pas le métro et tout parce qu'ils ont de l'arthrose, ils ont comme moi, ils ont des phénomènes. Et donc c'est des braves papis. Et ils doivent rendre leur jugement en 1 mois. Et pour les lois votées, et en 3 mois pour les questions prioritaires de conseil. Championnat du monde. Dans les autres pays autour de nous, il n'y a pas de barrière. Nous, c'est De Gaulle. Il est génial. Il a fait ça pour les pousser au cul, parce qu'il savait qu'il les travailler, et pour faire
qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui s'occupent du truc. Eux, ils s'en foutent. Ils ont la plus belle sinécure de la République. C'est génial. Alors, on va dire, oui, il travaille, Jospin travaille, il a vachement travaillé, etc. Qui peut nous apprendre? Sur quoi on se pose? Oui, quels sont les faits Quels sont les faits? On aura ça quand on aura il y a 25 ans sur les archives. Mais n'importe qui peut dire que... Mais c'est secret, on ne peut pas... Attendez, aujourd'hui, Ivan Stefanovic, je ne sais pas si vous avez dû essayer de le faire, vous pouvez consulter les archives du Conseil, les travaux, pas au-delà de 25 ans, donc on ne peut pas savoir. Avant 25 ans, vous ne pouvez pas savoir? Non, pardon. Non, entre 25 ans, les 25 dernières années. Les 25 dernières années, vous ne pouvez pas y accéder, oui, c'est secret. Et alors, le plus scandaleux, évidemment, c'est les anciens présidents de la République. Moi, j'ai fait l'enquête sur Giscard d'Estaing. Enfin, sur une année, en 2011, il devait venir, je sais pas, une centaine de fois. Il est venu 3 fois. Et quand il arrive, quand il se fait battre par Mitterrand, eh ben il met, et ça j'ai des preuves écrites et tout, hein, parce que moi j'ai travaillé là-dessus. Il met quoi? Comme mon collègue Pierre Péan, c'est avec des j'ai compris. Et qu'est-ce qu'il fait, Giscard d'Estaing? Eh ben, Giscard d'Estaing, il a essayé, et Mitterrand, après, a voulu faire pareil, parce qu'il dit... Mais Mitterrand, il n'a pas été au Conseil constitutionnel. Oui, mais il n'a pas été, mais pendant les 8 derniers mois avant sa mort, oui. J'ai le témoignage de Roland Dumas, oui. de point, ouvrez les guillemets. Il a exigé d'avoir la même chose que Giscard, donc d'être payé la moitié. Donc quand il était sur son lit de douleur, le pauvre, il était quand même payé par le Conseil constitutionnel et il n'y allait pas. Bon, tout est comme ça. Chirac. Et Chirac a été beaucoup plus correct. Mais ça parce qu'il était copain avec Jean-Louis Debré. Et Jean-Louis Debré ne voulait pas de ça. Mais Giscard, c'est... Écoutez, quand il a été élu, il est élu député à partir de 84-85 et jusqu'à 2004. Bon. Oui. Après, il sera plus député, donc il sera payé, mais il viendra jamais. Mais de 84 à 2004, il est payé 50%, donc l'équivalent 20 ans, pas mal. Et il n'a pas à venir. Alors Charras, c'est un autre. Charras, il a eu 32 000 euros par mois. Il avait, avec ses retraites et tout. Mais, alors Charras, tout le monde, personne ne dira rien, parce que... mais les 3 années... les 3 années avant sa mort, il meurt en 2020 ou 2019, eh ben, est-ce qu'il était payé? La jurisprudence dit que oui. En tout cas, Ivan Stefanovic, vous apprenez beaucoup de choses et beaucoup plus dans votre livre. J'apprends, écoutez, je vous le dis, si vous voulez aller au Conseil constitutionnel, évidemment, il faut connaître un peu beaucoup le président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président de la République, mais vous n'avez pas besoin de CV, vous n'avez pas besoin que vous ayez fait telle ou telle étude, vous n'avez même pas besoin d'être inscrit au casier judiciaire, enfin d'être blanc au casier judiciaire, c'est bien ça? Non, Alain Juppé, il est... oui, on sait. Il a un casier judiciaire. Hein. Et un certain Sarkozy. Mais voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, lisez-le, vraiment. Ivan Stefanovic, merci. Des sages, pas très sages. Voilà, ainsi fonctionne la République. Bon appétit, messieurs, au Conseil constitutionnel intègre.